Le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, poser des questions aux invités, nous faire part de vos commentaires. Le numéro de téléphone habituel, le 01 55 07 58 00 depuis la France et partout ailleurs dans le monde. Composez donc le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, causes et conséquences des crimes politiques en Afrique. À l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du génocide au Rwanda, deux associations ont choisi de mettre en commun leurs compétences pour la tenue, ce sera le 21 juin prochain à Paris, d'une grande conférence visant à sensibiliser l'opinion sur les ressorts et conséquences des crimes politiques en Afrique. Comment par exemple qualifier les violences en cours en Centrafrique, crimes de masse, crimes contre l'humanité ou génocide? Quelles sont les actions à mener pour prévenir et enrayer les cycles de violence souvent liés aux luttes pour le pouvoir? Comment lutter contre l'impunité par notamment la mise en place de systèmes judiciaires nationaux crédibles, fiables et renforcés? Que penser dans ce contexte de l'action de la Cour pénale internationale? Réponse à toutes ces questions et à bien d'autres dans ce grand débat. Nos débatteurs polémistes invités, Tchambel Gembayara, journaliste, directeur de la publication de La Voix du Mali. L'émission est réalisée, bien entendu, par Jérémy Djibis-Boucher. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Beaucoup d'amis aujourd'hui qui nous ont rejoints. Alain Lecomo, Christian Dea Drandarska. C'est un nom russe peut-être. J'ai du mal à prononcer ce nom effectivement. À consonance un peu slave. Abdul Fattah Ben Ali Bachir. Également Stéphane Mvelomen. Plutôt Mvelonene. Il faut que je prononce très précisément. Et tous les autres. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Avant de commencer, avant d'entrer dans notre débat du jour, nous allons parler d'un événement exceptionnel qui se tient à Paris. Donc, ce sera samedi prochain à Paris. Événement, évidemment, tout à fait important et qui a retenu notre attention. Nous allons parler d'une journée de sensibilisation sur les ravages de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Tout de suite avec un invité. Africa numéro 1, le grand débat. La coordination des associations guinéennes de France organise le samedi 14 juin, donc samedi prochain, une journée de sensibilisation et une collecte de fonds destinés à venir en aide aux victimes du virus Ebola en Guinée. L'événement aura donc lieu de 13h à 21h au stade Bertrand Dauvin, aux 12 rue Rennes-Binet, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Pour mieux comprendre évidemment cet événement, nous avons au téléphone Beau Lanciné Keïta, responsable de la communication à la coordination des associations guinéennes de France. Beau Lanciné Keïta, bonsoir. Bonsoir, M. Laloupeau. Bonsoir à tous les auditeurs de l'Africa numéro 1. Vous avez déjà dit l'essentiel. La coordination des associations guinéennes de France organise le samedi au stade Bertrand Devin, 12 rue René Binet. Cette organisation s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et d'information de la collecte des fonds pour venir en aide aux victimes du virus hémorragique Ebola. Oui. Vous savez, depuis le mois de janvier et pratiquement à partir du mois de mars-avril, cette maladie, comme on appelle, a beaucoup tué dans notre pays et déstabilise également dans notre pays parce que c'est une mauvaise information pour tous ceux qui veulent connaître la Guinée, qui veulent faire quelque chose en Guinée. Ça déstabilise et ça tue aussi la population, ce qui diminue la main-d'œuvre, comme on appelle la population active. Ça désactive la population active quand on connaît que chaque homme dans les pays africains est une entreprise en soi-même. Donc c'est très inquiétant, ça fait dépenser. Et ça nous met dans beaucoup de... Donc, nous organisons cette journée pour demander de la solidarité internationale. C'est-à-dire que nos frères africains et tout le monde, pour qu'ensemble nous faisons face à un mal qui déstabilise même l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on parle maintenant de Libéria et on parle aussi, comme on appelle, de la Sierra Leone, ce qui a été le cas en 76, le cas du Zaïre qui est venu même au Gabon et ainsi de suite. Voilà, nous demandons parce que cette journée sera en deux phases. Il y a un match de gala qui sera organisé par les anciens internationaux comme Thierno Youm, Lema Amara Simba et les seniors, les jeunes sportifs qui sont organisés par l'association des jeunes guinéens de France, pilotée par le jeune Bouba. Et pour les anciens internationaux, ils seront
Et leur coach, c'est comme on appelle Mazo Morley. D'accord. Un international guinéen. Après, il y aura un concert. Un concert oui. Animé par Doulabari, Papa Diabaté et d'autres artistes qui viendront. Et en même temps, nous profiterons, les spécialistes, nos grands médecins vont expliquer, donner les informations. C'est des spécialistes qui vont donner des informations précises qui sont en communication directe avec la Commission nationale Ebola et qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. D'accord, on comprend bien. Voilà. Vaste programme donc. Je veux dire merci à Dr Antoine Koné, qui est neurologue à Limoges, qui vous lui direz merci directement samedi, puisqu'il sera là. Merci, Beau Lancier Keïta, on a bien compris. Alors, vous avez tout dit vous-même. Hein. Alors, il faut juste préciser une chose, c'est qu'une première édition avait déjà permis de récolter 4 tonnes de matériel. Oui. C'était une somme d'argent. La première édition, c'était le 12 avril, qu'on appelle à la République, où on a la CAGF a eu 630 euros. Et après, nous avons fait la deuxième à la mairie de Vitry, où nous avons eu 2 tonnes de médicaments, et où les élus de la mairie de Vitry, qu'il faut saluer, les Bertrand, Guy Laverty et autres, qui nous ont donné un grand coup de main avec l'exposé de M. Roger Bongo et Dr Antoine Condé. D'accord. Voilà. Et après, il y a eu une autre association guinéenne, Omega Collectif Ebola, le 30 mai, qu'on appelle à Saint-Denis, qui ont aussi récolté 4, comme on appelle 2 tonnes, plus maintenant les 4 tonnes que la CAGF a eu. On comprend très bien. On comprend très bien. Qu'on appelle à Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée, le 94, le département 94, si j'ai bonne mémoire. On vous souhaite bon courage, en tout cas, Beau Lancier Keïta. Pour acheminer tout ça en Guinée, il nous faut vraiment que les bonnes volontés nous donnent un coup de main pour qu'on puisse venir en aide aux victimes d'Ebola en Guinée. Rendez-vous donc samedi prochain de 13h à 21h au stade Bertrand Dauvin, sur 12 rue Rennes-Binet, 75 018, dans le 18e arrondissement de Paris, bien sûr. Journée de sensibilisation sur les ravages de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Allez donc encourager cette association, cette coordination des associations guinéennes de France samedi prochain. Merci beaucoup, Beau Lancier Keïta. Tout de suite, notre débat du jour. Africa numéro 1, le grand débat. Le crime politique en Afrique. Comment mettre un terme à la violence politique dans les pays d'Afrique confrontés à la récurrence des conflits? Comment éviter que les crises en cours ne dégénèrent en crimes de masse? Ces questions seront posées et explorées à l'occasion d'une conférence conjointement organisée à Paris le 21 juin prochain par le Cercle de la Rupture et l'Observatoire panafricain de la tribalité. Comment comprendre les ressorts des cycles de violence dans certains pays du continent et surtout comment les prévenir tout en œuvrant à l'enracinement d'une culture de la paix et de la tolérance. Vaste sujet, bien sûr, que nous soumettons aujourd'hui à nos invités. Avec nous, Maître Brice Nzamba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupo. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bon, vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture, co-organisateur donc avec Kovalin Chibenda Kwangu, qui est lui président de l'Observatoire panafricain de la tribalité, co-organisateur donc de la conférence sur les génocides et crimes politiques en Afrique. Ça sera donc le 21 juin prochain au Palais Bourbon à Paris de 9h à 15h précisément. Nous sommes également en compagnie de David Gakounzi. Bonsoir. Bonsoir Francis, c'est un grand plaisir d'être chez vous. Vous êtes, je dirais, une sommité. Vous faites partie de notre mémoire. Ah mais merci beaucoup, ça me touche énormément. Vous êtes essayiste, responsable de IREA, la Maison de l'Afrique, c'est l'Institut de recherche et d'études africaines. Vous êtes l'auteur notamment de Mandela, c'était en 2013, également de Côte d'Ivoire, les crimes parfaits, Libye, le permis de tuer. Et également, vous avez écrit avec Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, qui est aujourd'hui donc le patron de la Misaël au Mali. Pierre Buyoya, avec lequel vous avez écrit Mission impossible, construire une paix durable. Mission possible. Mission possible, pardon. Possible, forcément. Voilà. Construire une paix durable au Burundi. Tous ces ouvrages ont été publiés par les éditions L'Harmattan. Alors, ah oui, est-ce que tu as présenté notre débatteur? Ah oui, il n'était pas là, il vient d'arriver. Chambel Gemayara, bonsoir. Bonsoir. Si, j'avais présenté quand même en son absence, journaliste bien sûr, directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci d'être avec nous. Alors, Maître Brice Nzamba, David Gakounzi, alors vos deux associations organisent donc, ce sera donc
c'est deux associations, plutôt. En fait, David Gakounzi n'est pas dans l'affaire. Lui, il est là comme essayiste, mais c'est plutôt les associations, alors Cercle de la Rupture et également l'Observatoire panafricain de la tribalité, qui est lui présidé par Kovalin Chibenda Kwangu. C'est ça. Deux associations donc, qui organisent samedi prochain cette conférence intitulée Conférence sur les génocides et crimes politiques en Afrique. Je rappelle, ce sera au Palais Bourbon à Paris de 9h à 15h. Conférence organisée donc en partenariat avec l'association Ibuka France, qui milite par ailleurs pour la mémoire et la justice des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, Brice Zamba, alors, quel est précisément l'objet de cette conférence et quel public souhaitez-vous sensibiliser? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que nous visons, nous, c'est que il s'est passé quelque chose d'infâme et de grave en Afrique qui interpelle la conscience de tout être humain, quelle que soit son origine. Et je pense donc à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et donc nous organisons notre conférence pour donc commémorer, c'est-à-dire participer donc à la mémoire, parce que vous savez que le génocide c'est un crime imprescriptible et pour que l'imprescriptibilité de ces crimes soit effective, il faut donc entretenir la mémoire. Donc nous participons donc à cela. Et le public visé, c'est tout être humain qui a une conscience qui parle encore, qui est éveillé et qui pense qu'il a son rôle à jouer dans le processus de préservation de l'humanité contre ces genres de crimes, notamment des génocides. Alors, dans l'intitulé de votre conférence, vous écrivez génocide au pluriel, on l'a bien remarqué. Pourtant, le génocide au Rwanda est le seul qui a été reconnu aujourd'hui sur le continent africain, même si on parle évidemment de risques génocidaires ici et là, notamment au Soudan du Sud. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des génocides non identifiés sur le continent? Alors, c'est une bonne question parce que il y a eu un processus d'établissement du thème de la conférence. C'est-à-dire qu'au début, on avait mis génocide au pluriel, mais après, on a des partenaires, on a discuté, on a eu un débat sur votre question, et on a retenu le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, en tout cas, c'est reconnu qu'il y a eu qu'un génocide, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de la conférence, www.conférence-génocide au pluriel.com, vous remarquerez que le thème, c'est maintenant génocide des Tutsis au Rwanda et crimes politiques en Afrique, comment sortir de l'impunité. D'accord. Voilà, parce que pour nous, c'est un fait que le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le génocide qui est reconnu aujourd'hui et qui nous interpelle tous et qui interpelle notre conscience et qui nous incite à réfléchir sur des moyens nous permettant d'éviter que dans l'avenir, une pareille catastrophe se déroule encore en Afrique ou ailleurs, parce que notre combat est universel. Nous sommes d'origine africaine, mais nous participons à la conscience humaine qui est universelle, et notre combat, c'est de nous battre contre toutes les formes de haine qui considèrent l'altérité, qui considèrent le différent comme étant source de danger et donc visant à détruire l'autre en tant qu'il est autre. Donc notre combat s'inscrit dans ces cadres. Donc pour répondre à votre question, le thème aujourd'hui c'est le génocide des Tutsis au Rwanda et crimes politiques en Afrique, comment sortir de l'impunité. Très bien, écoutez, on continuera à explorer la question évidemment avec vous, Maître Brice Zamba, également avec David Gakounzi. On essaiera de comprendre surtout quelles sont selon vous les causes et les ressorts de ces crimes politiques, de cette violence particulière. Et puis, vous répondez évidemment à la question qui est au cœur de ce débat, est-ce que ces crimes politiques, ces formes de violence sont plus courants aujourd'hui en Afrique plutôt qu'ailleurs? Si votre réponse est positive, vous me direz pourquoi. Mais bon, la question se discute évidemment. On aura les avis des uns et des autres. Et aussi de notre débatteur polémiste, Tchambel Gembayara, bien sûr, qui a observé, lui, certaines formes de violence aussi particulières l'année dernière au Mali, dont il est originaire, évidemment. On parlera de tout cela jusqu'à 19h sur la radio africaine. Restez avec nous. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Causes et conséquences des crimes politiques en Centrafrique, notamment d'ailleurs, puisqu'on va en parler dans quelques instants, avec nos invités, Maître Brice Zamba et David Gakounzi. Je rappelle, Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture, qui organise donc avec l'Observatoire panafricain de la tribalité une conférence, ça sera donc le 21 juin prochain, conférence intitulée Conférence sur les génocides et crimes politiques en Afrique, intitulé, qui a été donc corrigé depuis quelques temps. Tout à fait. C'est ça, donc 21 juin prochain. Et notre
Invité, David Gakouzi, essayiste, responsable de IREA, la Maison de l'Afrique, Institut de recherche et d'études africaines. Dites-nous un mot justement sur l'IREA, parce que moi je reçois souvent des messages de l'IREA, beaucoup de manifestations, organisme évidemment, un institut très très actif. Alors, dites-nous un mot là-dessus, parce que le grand public ne connaît pas forcément cet institut, David Gakouzi. C'est un institut qui a été lancé officiellement le 3 mai 2012. Qui est sur la place de Paris. Notre objectif essentiellement, c'est de favoriser l'émergence d'une parole africaine sur l'Afrique. C'est d'essayer de construire un avenir par nous-mêmes, parce que vous savez, personne d'autre ne rebâtira, ne reconstruira l'Afrique que nous-mêmes. Et c'est surtout aussi de promouvoir le dialogue, parce que toutes ces crises-là, toutes ces guerres-là, nous sommes persuadés, nous sommes convaincus qu'on peut arriver quand même à trouver des voies négociées, des solutions négociées, éviter que le sang coule, et que il faut qu'on arrive à sortir de toute cette violence. On vit dans un continent qui est l'objet d'une grande violence depuis des décennies, je dirais depuis des siècles. Et il faut qu'on arrive quand même à construire une autre culture politique qui est basée sur le dialogue et qui fait face aux problèmes. Parce que une fois qu'on a dit qu'on ne veut pas de la violence, il faut se poser la question pourquoi il y a cette violence. Et souvent, il y a des questions de gouvernance, il y a des questions d'inégalité sociale. Et ces questions-là, il faut les affronter, il faut arriver à trouver des solutions. Question de gouvernance, question d'inégalité sociale, dit David Gakouzi. Maître Brice Zamba, quelles sont les causes justement et les ressorts qui favorisent l'émergence ou je dirais la survenue de ces crimes politiques, mais crimes politiques, je veux dire, parfois de l'horreur absolue, on parle de génocide notamment, on parle de crimes de masse. Par exemple, quel regard vous portez sur la situation en Centrafrique? Parce que depuis plusieurs années, on avait évidemment tiré la sonnette d'alarme, on a vu ce pays évidemment plongé comme ça vers le chaos. Et pourtant, je veux dire que les mécanismes d'alerte n'ont pas été activés. Et aujourd'hui, on est face à une situation qualifiée de pré-génocidaire. Certains même considèrent que les musulmans, par exemple, aujourd'hui, sont victimes de charges à caractère génocidaire. Quel regard vous portez sur cette situation particulière en Centrafrique? Est-ce que vous allez en parler pendant votre conférence? Alors, ce qu'il faut dire, ce qui concerne la Centrafrique, c'est que, bon, pour répondre à votre question, les ressorts des crimes contre l'humanité en général en Afrique, c'est surtout une question se déroule à l'occasion de la conquête ou de la conservation du pouvoir. Parce que en Afrique, voyez-vous, les acteurs politiques ont souvent du mal à respecter les règles républicaines par lesquelles on doit passer pour exercer le pouvoir ou conquérir le pouvoir. Donc, ce qui fait que les gens, quand ils veulent prendre le pouvoir, par exemple, ce qui s'est passé en Centrafrique, il y a eu donc un certain nombre d'acteurs politiques, des militaires pour certains, qui ont estimé qu'il fallait prendre le pouvoir. Et comme en Afrique, il y a encore un problème au niveau des idées politiques, parce que en général en Afrique, les acteurs politiques mettent souvent en avant les ethnies, donc l'appartenance ethnique ou l'appartenance religieuse en ce qui concerne la Centrafrique, ce qui fait que ceux qui ont pris le pouvoir ont été considérés d'abord et avant tout comme des musulmans, qui étaient à une certaine époque, certainement pour eux, pour des raisons réelles ou imaginées, mis de côté de la gestion du pouvoir. Donc, ils ont été considérés comme des musulmans. Quand ils sont arrivés à Bangui, les chrétiens qui étaient là ont considéré qu'ils agissaient à leur égard comme des musulmans qui voulaient se venger. Donc, il y a un rapport à l'autre, à la différence, donc en l'espèce à la différence religieuse, qui est un rapport conflictuel lié à la gestion du pouvoir ou à la conservation, à la conquête du pouvoir. Donc, ce qui se passe en Centrafrique, c'est simplement que le terrain politique des idées, donc les acteurs politiques ont abandonné le terrain politique des idées pour entrer sur le terrain de l'appartenance religieuse. Donc les chrétiens se sont attaqués comme chrétiens et se défendent comme chrétiens, les musulmans pareil. Donc ce qui fait que les ressorts de cette haine du différent sont manipulés par la politique, et malheureusement il n'y a pas encore des solutions viables. Parce que moi, quand je constate qu'il y a des quartiers entiers des musulmans qui sont évacués et que les gens sont, je dirais, déportés, le terme c'est un peu ça, pour être parqués dans certains endroits, c'est une manière, à mon sens, de procéder à l'épuration des quartiers. Et malgré les bonnes intentions qui peuvent être derrière, ça joue le jeu de ceux qui ne veulent pas
de la mixité, du mélange. Oui, d'accord. Alors, comment en arrive-t-on à ça? Parce que David Gakonzi, voilà des communautés qui ont vécu, je veux dire, en bonne harmonie depuis toujours, pratiquement. Et puis tout d'un coup, comme ça, on voit survenir une sorte de fièvre de violence et de haine, et cette opposition, cette violence intercommunautaire. Comment en arrive-t-on à cela? Parce que on a bien compris, Brice Zamba le disait, il y a une instrumentalisation par les politiques, évidemment, des confessions religieuses, ou en tout cas de certains sentiments qui seraient de cet ordre-là. Voilà. Comment en arrive-t-on à cela? Parce que pourquoi aujourd'hui l'Afrique subit elle aussi ce genre d'horreur, ce genre de fièvre intercommunautaire? Je voudrais dire d'abord qu'il faut faire une différence entre les génocides et les crimes contre l'humanité ou les crimes politiques. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Le génocide, comme on l'a vu au Rwanda, qui est le 3e génocide du XXe siècle, après le génocide arménien et la Shoah, a été une construction politique. Mais une construction politique de longue date. Il y a d'abord les divisions coloniales, où on transforme ce qui était des catégories sociales, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus, en, je dirais, presque des groupes raciaux. On met une fissure, on met un mur entre les deux. Après, il y aura de la manipulation politique. Et il va y avoir 30 ans de construction, je dirais presque, de ce génocide-là. Parce qu'on commence en 1959, les premières violences, les premiers pogroms, sous la colonisation belge. Les massacres sont faits avec, je dirais presque, la bienveillance de l'armée coloniale belge. Et ensuite, on aura 63, 72, etc. Ce qui fait que pendant 30 ans, on va construire un ennemi à éradiquer. Et on va préparer les gens dans leur tête en leur disant vous pouvez passer à l'acte parce que cet ennemi-là, ce n'est pas un humain comme vous, c'est un cafard. Et ce qui fait que le jour où on donnera le signal en fait de l'acte d'effacement de l'autre, les gens sont déjà préparés humainement à passer à ce crime des crimes. Maintenant, on retient bien, donc vous dites, il y a la construction de l'ennemi, la construction de l'entité hostile en quelque sorte. Exactement. Il y a une construction politique, il y a une stigmatisation, et on en arrive à la conclusion que la seule manière de solutionner tout ce problème, c'est d'effacer l'autre en fait. Et on déculpabilise le bourreau, le criminel, parce qu'on lui dit que finalement les gens qu'il va tuer ou qu'il va exterminer, ce ne sont pas des humains comme lui. Ce sont des mécanismes qu'on a vus ailleurs. L'Afrique n'en a pas l'apanage. Exactement, c'est des mécanismes humains. On a vu la même construction, on a vu le même déroulement, que ce soit par exemple par rapport à la Shoah, parce que c'était le dernier génocide du siècle. On a vu les mêmes comportements, les mêmes manipulations, les mêmes constructions, et bien évidemment derrière un État. Parce qu'il faut le dire, le génocide du Rwanda, c'est une construction animée par un État. Il y avait un État qui a mis en place des milices, qui a mis en place une armée, la gendarmerie, la garde présidentielle, et qui a impliqué le maximum de population dedans, parce qu'en faisant comprendre aux gens que soit ils passaient au travail, comme il disait, parce qu'il paraît que c'était du travail, et que s'ils ne le faisaient pas, ils étaient avec l'ennemi. Donc ils constituaient la 5e colonne. Donc il y a eu toute une construction là-dedans, une construction monstrueuse, diabolique. Et on s'est réveillé évidemment un jour, pendant 3 mois, on a eu 1 million de morts, c'est-à-dire 100 000 morts. L'horreur, le crime absolu. Exactement, 10 000 morts par jour presque. On va marquer à nouveau une pause et ensuite on écoutera le premier commentaire dans cette édition de Thiambel Gembayara. A tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Causes et conséquences des crimes politiques en Afrique avec nos invités, Maître Brice Nzamba et David Gakonzi, et notre débatteur polémiste Thiambel Gembayara qui nous fait part de son premier commentaire dans cette édition. C'est un sujet important qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il faut pour cela se limiter certainement dans le temps. Les uns et les autres ont planté le décor. Il faut faire la différence entre génocide et crime. En même temps, je me réfère à l'histoire africaine, cette histoire, je mets entre parenthèses peut-être les États médiévaux qui ont connu certaines crises, une gestion dure. On va peut-être se limiter à la période coloniale où des révoltes ont jalonné le parcours de la France en tant que colonie. Je parle précisément pour ce que nous concerne, la révolte Bobo, la révolte du Bélédougou, ça c'est au Mali, c'est les années 1919 et 1900. Ça a laissé des germes et bien sûr un héritage. Et ensuite, tous les États qui se sont succédés de l'indépendance sous nos jours, que ce soit les États désolés des indépendances, les régimes militaires avant les conférences nationales, nous avons quand même
des crimes assez conséquents de pays en pays. On ne peut pas finir de citer des exemples. C'est des conséquences de gestion, de conservation, et aussi des influences extérieures, un peu qui ont joué sur ces différents régimes qui se sont succédés. C'est vrai, on dit en Bambara on commence à compter par un. C'est-à-dire qui tue une personne, c'est ôter la vie aux autres. Tuera 2, 10, 20. C'est maintenant la position exacerbée, organisée, comme le disait tantôt David, téléguidée et même extrapolée qui va donner cette horreur qu'on a connue au Rwanda ou au Nord Mali ou ailleurs encore. Mais c'est aussi l'impunité. On ne tire pas les leçons de tout cela qui conduit à l'humanité de subir de plein fouet ces faits-là. À propos d'impunité, justement, alors parlons justement des systèmes judiciaires en Afrique. Est-ce que vous vous penchez également pour cette conférence, je m'adresse à vous, Maître Brice Zamba, sur justement les moyens de prévention de ces crimes, de ces violences, et un des moyens justement, c'est la mise en place de systèmes judiciaires, je dirais, renforcés. Et on sait aujourd'hui le débat, tout le débat autour de la Cour pénale internationale, de sa crédibilité, de sa pertinence, etc. Mais la Cour pénale internationale existe et ça s'intéresse à l'Afrique. Parce que justement, on a souvent des systèmes judiciaires qui sont défaillants, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la prévention et la répression du génocide, parce que je pense qu'il faut faire une différence. Disons, quand on parle des génocides, les génocides, c'est un crime contre l'humanité, mais c'est en fait, je dirais, c'est l'apogée même du crime contre l'humanité. Parce que dans les génocides, il y a cette intention de vouloir détruire tout ou partie d'une population à raison de son appartenance nationale, ethnique, religieuse ou autre. Donc, pour prévenir, je pense qu'il y a d'abord la dissuasion. La dissuasion, c'est notamment le fait de la répression. Parce que si dans les États, il y a donc un système législatif qui est en vigueur et qui transcrit dans les législations internes des conventions qui ont été signées, parce qu'il existe des conventions. Le 9 décembre 1948, à New York, a été signée la convention la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Donc il y a eu des États qui ont signé ça, des États africains certainement. Il suffit simplement de transcrire cette convention dans les législations internes et aussi de faire jouer le jeu des institutions. Or, en Afrique, on le sait, faire jouer le jeu des institutions n'est pas facile parce qu'on a souvent des États qui sont absolus, où le chef d'État contrôle quasiment l'appareil judiciaire, et ce qui fait que, comme on l'a souligné ici, le crime de génocide, par exemple, est un crime qui exige une certaine organisation. Et cette organisation, souvent, c'est l'État qui dispose de cette organisation, parce qu'il faut de grands moyens de propagande pour désigner la personne, le groupe à éliminer, et il faut des moyens logistiques, c'est-à-dire un armement sophistiqué, et il faut des moyens humains, c'est-à-dire des personnes, des milices capables d'exécuter donc l'attaque généralisée systématique. Donc, c'est souvent les États qui sont souvent à l'origine sur leur propre population, sur une des composantes de leur population, de ces crimes de crimes. Alors, comment organiser le jugement des autorités, des personnes qui ont détenu l'autorité de l'État et qui l'ont exercé en exerçant ces crimes à l'intérieur même de l'État. Donc, matériellement, ça pose un vrai problème, puisque l'État lui-même, quelque part, par ces personnes-là, se trouve un peu impliqué. Donc, ce qui fait que dans les États africains aujourd'hui, en tout cas politiquement, juridiquement, je suis sûr que si on fait le point des législations, on trouvera certainement dans la plupart des États africains la répression du génocide ou des crimes contre l'humanité. Mais politiquement, dans la faisabilité, il n'existe pas une vraie volonté de pouvoir rendre la justice indépendante et impartiale pour juger les criminels. Ce qui fait que la Cour pénale internationale a toute sa place. Même s'il y a beaucoup de détracteurs qui pensent que ça porte atteinte à la souveraineté des États, moi je pense que la première souveraineté d'un État, le premier élément de souveraineté d'un État, c'est d'abord d'assurer la sécurité des biens et des personnes de sa population. Or, quand un État fait défaut à cette exigence-là, en tout cas les personnes qui ont porté cette responsabilité-là doivent répondre. Donc moi je pense que la mise en place des tribunaux pénaux internationaux, que ce soit pour la Yougoslavie ou comme pour le Rwanda, a été très important, puisque bon, j'entrerai pas dans des termes techniques, et puisque par exemple le tribunal pénal international pour le Rwanda a permis que le crime contre l'humanité ne soit plus considéré que quand il y a un conflit armé, mais cela peut avoir lieu même lorsqu'il n'y a pas un conflit armé. Voilà, quand il y a une attaque systématique et généralisée. C'est ça. Voilà. Je voulais vous entendre, David Gakonzi, sur la responsabilité
justement des acteurs africains dans ces situations particulières, cette situation de conflit évidemment. Dans le cas du Rwanda, on a fortement critiqué l'attitude de la France, on le sait, de l'ONU ou encore de la Belgique. Alors on n'a pas dit grand-chose sur l'attitude des pays africains durant le génocide. Alors, comment expliquez-vous cette manière d'exonérer les États africains de leur responsabilité? Je crois que le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est un échec pour toute l'Afrique. Cela s'est passé devant nous, en direct, donc on a vu, et on n'a rien fait. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont une plus grande responsabilité, comme certaines puissances, on parle de la France, qui a accompagné cet État-là, ce régime qui avait déjà donné tous les symptômes d'un régime génocidaire et qu'on n'a rien fait pour le désarmer ni l'empêcher de commettre son crime. Ça, ce sont les faits, comme on dit. Mais c'est vrai, les Africains ont beaucoup péché. Et ici, je pense notamment au courage qu'avait eu à son époque Julius Nyerere devant Idi Amin. Quand Idi Amin s'était mis à massacrer des gens, Julius Nyerere, en tant que président de la Tanzanie, avait pris ses responsabilités et il avait arrêté Idi Amin. Et malheureusement, avec l'histoire du Rwanda, personne n'a bougé. Et d'ailleurs, à l'époque, Julius Nyerere, qui n'était plus président de la Tanzanie, qui était en retraite, a poussé un coup de gueule en disant « ce n'est pas acceptable que cela se passe devant nous et qu'on ne fasse rien ». Bon, maintenant, je pense que il y a deux questions fondamentales. La première, effectivement, comme le disait Brice, c'est le combat contre l'impunité. Parce qu'un génocide commence progressivement. Au Rwanda, on a tué quelques personnes en 59. Et un jour, en 94, on en est arrivé à 1 million. Donc, si entre-temps, on ne réintroduit pas cette notion de justice, qu'il y a des choses qui ne se font pas, l'acte de tuer devient presque un acte normal. Ensuite, je crois que c'est cette question-là de la sécurité. La sécurité peut être nationale ou collective. Et je pense que là, notamment après le génocide au Rwanda, il y a eu cette notion qui est rentrée au niveau de l'Union africaine. Pour la première fois, on a acté qu'on ne laissera plus jamais, au nom de la souveraineté nationale, un crime contre l'humanité ou un génocide se commettre chez le voisin sans bouger. Donc ça, c'est une avancée. Et maintenant, sur la question de la Cour pénale internationale, là aussi c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que, au départ de la Cour pénale internationale, il y a une très bonne idée. C'est cette idée de dire un bourreau ne trouvera pas refuge nulle part sur cette terre. Ça c'est une très bonne idée qui est d'ailleurs sortie de la société civile. Il y a l'idée de la justice internationale. Exactement. Qui se fonderait, je dirais, dans le meilleur des mondes possibles, sur une morale internationale. Exactement. Au départ, il y a une très bonne idée. Mais ensuite, maintenant, le problème, c'est que parfois, on réalise que dans la pratique, cette idée est parfois instrumentalisée politiquement. On a l'impression qu'on ne juge que les petits, qu'on ne juge que les faibles, qu'on ne juge que les petits vaincus. Et que ça, c'est vraiment problématique parce que ça décrédibilise même cette institution qui devait être une institution pour nous aider à faire la paix au niveau international. Mais en même temps, je dirais que le grand chantier pour l'Afrique, c'est de mettre sur pied une cour pénale africaine, de telle façon que les dictateurs, ou que ce soit les criminels, les grands criminels, puissent être jugés et jugés sur le continent. Parce que quand la justice est aussi lointaine et ne remplit pas son rôle pédagogique, on l'a vu dans le cas du Rwanda, le Rwanda lui-même, avec les juridictions traditionnelles Agacaca et avec la justice locale, nationale, a fait plus que le tribunal pénal d'Arusha. Si on avait attendu le tribunal pénal d'Arusha, les victimes il n'y aurait pas eu de justice au Rwanda. Donc il faut aussi se rendre compte que c'est aux citoyens africains de prendre en main cette question-là de la justice. Il n'y a nulle part au monde, j'entendais tout à l'heure dans votre publicité Spider-Man, il n'y a nulle part au monde un Spider-Man qui viendra faire la justice pour les victimes africaines. C'est aux Africains de prendre nos responsabilités, de dire que on ne tue pas quelqu'un pour ce qu'il est. C'est extrêmement inacceptable et ça c'est le fondement même de toutes les sociétés humaines. Parlons justement des conflits de manière générale. Là évidemment vous faisiez allusion, enfin vous parliez de génocide en particulier. Il y a évidemment une sorte comme ça de risque aussi, de dire d'agiter systématiquement le risque génocidaire. On entend ça beaucoup en ce moment. Est-ce que voilà il y a un risque de banaliser aussi le terme, et de banaliser en tout cas cette forme particulière de violence. Mais je voulais surtout là, Brice nous en va à ce stade de l'émission. Que vous nous disiez, alors que vous répondez à cette question, comment reconstruire un pays après un conflit majeur? Parce que on a vu, dans plusieurs pays, je pense notamment au Burundi, je pense au Rwanda, évidemment, au Congo-Brazzaville, à la Côte d'Ivoire, même au Mali. Tiens, je dis ça en regardant notre ami Tchambel Gambayara. Quand les nouvelles autorités s'installent,
après un conflit, est-ce qu'elle tire vraiment les leçons, les enseignements nécessaires des drames que le pays a connus? Parce qu'on a l'impression finalement, je vais vous poser la question d'une manière peut-être un peu plus candide, hein. Est-ce qu'un conflit rend les gens meilleurs après? Alors, ça c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il suffit de subir une catastrophe pour devenir meilleur. S'il n'y a pas un travail, intérieur qui est fait, un travail déjà de compréhension, comment ces crimes a été rendu possible. Donc, il faut d'abord faire ces travaux-là pour repérer les mécanismes qui ont conduit à ces crimes. Et par la suite travailler pour que ces mécanismes ne voient plus le jour et ne suivent plus leur cours pour aboutir aux résultats catastrophiques. Donc, je pense que tout dépend de la qualité de l'élite qui hérite d'un État qui sort d'une catastrophe. De ce point de vue, le Rwanda a été montré comme un exemple oui, de reconstruction je pense que, sur le plan matériel, également sur le plan humain, si je peux dire. Tout à fait. Je pense qu'il y a même certaines personnes qui, par exemple, apostrophent le président Paul Kagame. Je pense que le président Paul Kagame est celui qui a mis fin au génocide. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui a mis fin au génocide et c'est lui qui a favorisé la mise en place d'une justice susceptible d'être rendue pour rendre honneur à la mémoire de toutes ces victimes et pour dire que nous sommes humains et que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons pas dans l'avenir que pareilles catastrophes se reproduisent. Donc, je pense que le Rwanda, c'est un très bel exemple. Il y a une pédagogie, je dirais, post-conflit que doivent engager les autorités qui prennent en main la conduite d'un pays après un conflit. Tout à fait, parce qu'il y a quelque chose qui se passe souvent en Afrique. Moi, ça me désole, c'est la pratique des amnisties. Dès qu'il y a un conflit armé, qu'il y a des massacres qui ont été perpétrés, les deux parties conviennent, voilà, on va prendre un acte d'amnistie pour dire que finalement rien ne s'était passé, on oublie tout sur l'autel de la réconciliation nationale. Alors, il y a ce autre risque, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que certains régimes s'installent indéfiniment dans ce qu'on appelle une situation post-conflit et en tirent argument systématiquement pour prolonger leur maintien aux commandes d'un État? Non, mais il faut distinguer. Non, mais la question est très claire. Parce je comprends. Parce qu'il y a des exemples, je veux dire, dans l'actualité. Hein. Il y a des pays qui sont sortis de conflit depuis 20 ans et qui continuent de dire, bon, finalement, si on modifie les constitutions, si le régime se maintient, c'est parce que c'est le seul régime capable d'assurer la paix, la sécurité. Alors, il y a une sorte d'instrumentalisation comme ça des situations de conflit, de post-conflit, pour justifier le maintien de certains régimes indéfiniment aux commandes de l'État. Oui, ce qu'il faut remarquer ou constater, c'est qu'il y a le discours politique et puis il y a la pratique. Oui. Voilà. Donc, il ne suffit pas qu'un régime dise que c'est moi, si ce n'est pas moi, c'est le chaos. C'est le chaos, pour qu'on le croie. Parce qu'il y a des régimes qui sont criminogènes. Mais ça marche. Criminogènes. Moi, je prendrai le cas du Congo-Brazzaville. On sait bien ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville en décembre 1998. On a eu le ministre de l'Information de l'époque, monsieur François Ibovi, qui, sur RFI, parce que parlant du quartier Bakongo, disait à cette époque que nous allons nettoyer ces quartiers maison par maison, rue par rue. Donc, c'est quand même quelqu'un qui parlait au nom d'un État. Donc, c'est cet État... Au nom d'un régime qui est toujours... qui est toujours actuellement en cours et qui, aujourd'hui, est considéré, soupçonné d'avoir commis un crime contre l'humanité pour des disparitions forcées. Donc, au nom de quoi on peut, exactement, au nom de quoi on peut penser que ces régimes est capable de maintenir la paix, puisqu'il n'a pas été en mesure, étant porteur de la souveraineté nationale, d'assurer la sécurité. C'est le même régime qui aujourd'hui, on l'a entendu encore hier dans le grand débat, estime qu'il faut modifier la Constitution pour prolonger le mandat du chef de l'État actuel. Parce que, disent-ils, c'était une constitution qui a été établie en situation de post-conflit et que maintenant il faut passer à un autre chapitre de ce pays. On continuera d'en parler juste après la pub. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Causes et conséquences des crimes politiques en Afrique. Nous en parlons avec nos invités. Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture, qui organise avec l'Observatoire des Panafricains de la Tribalité une conférence intitulée, dites-moi l'intitulé finalement, le dernier intitulé en date. Alors, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Oui. Et les crimes politiques en Afrique, comment sortir de l'impunité. Qui se tiendra donc cette conférence le 21 juin prochain au Palais Bourbon à Paris de 9h à 15h. Nous sommes également accompagnés de David Gakonzi, dont je rappelle quelques ouvrages, auteur notamment de Mandela, c'était en 2013. Côte d'Ivoire, le crime parfait, Libye, le permis de tuer, et également Nègre,
qui a été donc écrit. Mémoire du monde noir. Voilà, c'est ça. Et puis cet ouvrage écrit donc avec Pierre Bouyoya. Mission possible, comment reconstruire la paix en Afrique. Alors, construire une paix durable au Burundi, c'est ça. Voilà. Tous ces ouvrages aux éditions L'Harmattan. Et rencontre avec Julius Nyerere, qui est un livre d'entretien avec l'ancien président de la Tanzanie, Nyerere. Il faut retrouver toute votre bibliographie, David Gakunzi, sur Internet, bien entendu. Notre débatteur polémiste, Tchambel Gembayara. Il nous reste très peu de temps. Alors, évidemment, c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est vaste. Alors, je vais vous demander, on va écouter un auditeur. C'est bon, l'enseignant Keïta, qui est resté en ligne depuis le début de l'émission et qui va nous faire peut-être un commentaire succinct sur ce qu'il a entendu. Oui, M. Lupo, merci. Je voulais dire simplement qu'il y a des problèmes d'interférence. C'est-à-dire que quand quelqu'un est président dans un pays et qu'une bonne partie de son ethnie est dans d'autres pays, souvent il y a des interférences socio-politiques. Il y a ces interférences-là, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, que fait-on de nos institutions africaines? Quel est leur rôle réel? C'est-à-dire que s'il s'agit de protéger l'Afrique contre les forces extérieures, ce qui n'est pas souvent le cas, et à l'intérieur de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils font réellement pour organiser et protéger le peuple africain? Parce qu'il y a eu tellement de crimes jusqu'à aujourd'hui que nos institutions, que ce soit l'Union africaine et des organisations sous-régionales, sincèrement, à mon avis, ce que je dis n'engage que moi-même, ne font pas grande chose. D'accord. Parce que dans leur constitution, le peuple n'a pas été associé. Ce sont les mêmes chefs d'État qui commettent des crimes, les mêmes politiques. C'est les mêmes politiques qui sont responsables. Je voudrais que les uns et les autres, vos invités qui ont fait des brillantes interventions, qu'on puisse mettre ça sur la table. Que faisons nos institutions panafricaines et africaines? D'accord, très très bien. Vous voulez peut-être répondre à cette question? Oui, alors ce que je peux dire, c'est que il faut dire qu'en Afrique, il faut être quand même réaliste parce qu'il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème de volonté politique. Il faut une nouvelle élite politique en Afrique qui serait en mesure de rendre la justice effective en Afrique, parce que vous voyez, c'est pas évident quand on est un chef d'État et que soi-même on n'est pas exemplaire, d'accepter dans le cadre de l'Union africaine de mettre en place une institution qui va juger ses pairs sur la base des infractions dont soi-même dont on peut être auteur soi-même à l'intérieur de son territoire. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que pour que des chefs d'État acceptent de mettre en place une institution judiciaire continentale, il faut que ce soit des chefs d'État qui pensent que eux-mêmes sont irréprochables au niveau de leur propre pays et qui ne pourront pas, on ne pourra pas leur imputer dans l'avenir ces genres de crimes. Mais s'ils estiment qu'ils pourront ou leurs proches peuvent être inquiétés, voyez-vous, je pense qu'ils ne vont pas le faire. Voilà. Il faut préciser qu'il y a quelques zones, évidemment, en état d'alerte aujourd'hui. Il y a état d'alerte maximum. En RD Congo, toujours à l'est de la RD Congo, bien entendu. Évidemment, la Centrafrique. Le Mali pose évidemment encore quelques questions, quelques soucis. Le Soudan du Sud, évidemment. Ce sont des zones comme ça sensibles aujourd'hui. Mais il faut également préciser aux auditeurs, il faut toujours le faire que il y a 54 pays en Afrique et que les zones de conflit ne sont quand même pas, sont parfaitement circonscrites et localisées. Toute l'Afrique n'est pas à feu et à sang, bien entendu. David Gakunzi. Si vous permettez, première chose, c'est qu'on est des sociétés où il n'y a pas des institutions solides. Et dans ce cas-là, la question qui se pose est celle de la qualité du leadership. On a vu au Rwanda, 1994, moi j'ai vu le Rwanda en 1994. 20 ans plus tard, le Rwanda, c'est un pays qui fonctionne, qui est donné comme un modèle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un leadership avec une grande qualité, une grande rigueur, avec une vision. Qualité de leadership. Et là, je pense que on renvoie aussi à cette question, je dirais, de la décolonisation de nos approches en tant qu'élite. Parce que quand on parle de constitution, c'est des constitutions écrites en français, en très bon français, devant parfois des populations qui ne comprennent même pas le français. C'est des constitutions décalées. Tout le rituel de nos États, toute la constitution de nos États, c'est complètement décalé de notre corps social. Donc il faut qu'on arrive à revenir à des institutions qui disent quelque chose à nos populations. Et ça veut dire vraiment un travail de remise en cause de nous-mêmes en tant qu'élite. Ensuite, je crois qu'il faut être optimiste.
je pense que l'Afrique avance. Il ne faut pas qu'on ait toujours ce regard vraiment autodénigrant permanent. Il y a des choses fantastiques qui se font en Afrique tous les jours. Et le Rwanda est l'exemple le plus éclatant. Ce pays a été au fond du gouffre. Aujourd'hui, c'est un pays rayonnant qui avance, qui est moderne. Et partout en Afrique, il y a des choses qui se font qui sont extraordinaires tous les jours. Donc il faut aussi qu'on ait cette vision dynamique de l'histoire et qu'on n'est pas pire que les autres. Vous savez, moi, j'aime toujours citer cette phrase de Feu Sankara. Sankara disait, écoutez, on me parle de pays développés, sous-développés, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que chez nous, c'est vrai, on meurt dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas un comprimé de Nivaquine. Mais ici, en Europe, les gens meurent de solitude. Alors, qui est le plus développé, qui est le moins développé? Je veux dire, il faut qu'on ait aussi un regard pluriel, nuancé et dynamique par rapport à nos sociétés. Je crois que si les gens vous écoutent depuis la Zambie, depuis la Tanzanie, depuis le Ghana, par exemple, ils sont tout à fait d'accord avec vous. Il y a plein d'endroits, évidemment, en Afrique où on se sent merveilleusement bien. Tchambel Gambayara. Oui, moi je dirais que peut-être qu'on a un héritage colonial, post-colonial, la conférence de Berlin qui a procédé à des partages. On l'a hérité. On a créé des entités, des organisations internationales africaines, l'UIA de 60 jusqu'à la création de l'Union africaine, des organisations sous-régionales. On n'a pas tiré assez de leçons, on a copié-collé des institutions judiciaires du monde à l'Afrique. Et il faut peut-être avoir une pédagogie, une approche qui est quand même un peu reçue par ces populations-là. Ensuite, il faut beaucoup plus de justice et il faut éviter la mauvaise gestion. À mon avis, la solution se trouve là pour que la mort de Sankara ne soit pas élucidée, la disparition de Chebeya en RDC ne soit pas élucidée, celle de Modibo Keïta au Mali n'a pas été élucidée. Il faut non plus continuer à passer sous silence tous ces morts, ces crimes crapulés et puis ces injustices qui secouent, qui ont jalonné ces différents régimes qui se sont succédés en Afrique. Un événement, donc, je voulais signaler, la présidente de la commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, dirige actuellement une délégation de l'Union africaine à Londres pour assister du 10 au 13 juin au sommet mondial de 2014 sur l'abolition de la violence sexuelle perpétrée lors des conflits. Un événement qui intéressera certainement les habitants de la RD Congo, mon cher Zamba. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un outil international qui va être adopté. Il reste maintenant... Au-delà de l'adoption des résolutions, voilà. Peut-être aussi concrètement mettre en œuvre... C'est là où j'allais en venir, parce que vous savez... Il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de réunions. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que vous savez, il y a tellement de conventions qui ont été signées par le monde, ratifiées par des États. S'il suffisait de rester au niveau de la lettre, je pense que l'Afrique ou le monde serait un paradis. Tout à fait. Donc, comme disait le Christ, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà. Merci, maître Brice Zamba, merci d'être venu. Et bonne conférence, donc ça sera le 21 juin prochain au Palais Bourbon à Paris de 9h à 15h. David Gakouzi, merci d'être venu, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et on peut retrouver donc toute votre bibliographie sur Internet. Vous êtes essayiste et responsable de la Maison de l'Afrique IREA. Maison de l'Afrique, c'est l'Institut de recherche et d'études africaines, très très actif, cet institut à Paris. Merci Tchambel Gambayara, merci infiniment, journaliste, directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci à l'équipe du Grand Débat, Stéphanie Hartmann, chargée de production, à Jérémy Dibiz Boucher, réalisateur de ces éditions du Grand Débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Africa numéro 1 et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.